Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. On va tout de suite se rendre à Prangin pour cette nouvelle édition où le conseil communal siégeait pour la première fois cette semaine. Alors jusque-là, rien de spécial, sauf qu'à Prangin, on était passé à l'élection à la proportionnelle et donc les partis ont fait leur apparition dans ce village devenu grand. La campagne avait été assez virulente. Certains élus en avaient d'ailleurs fait les frais. Rentrée politique un peu particulière donc, à laquelle a assisté Rodolphe Henner. Monsieur Briand, c'est la rentrée politique à Prangin, une nouvelle équipe, 3 partis. Comment ça se passe actuellement ? Écoutez, ça se passe pour le mieux, je dirais. C'est une étape intéressante. Puisque nous avions effectivement une nouvelle donne, à savoir la formation de ces groupes politiques, qui plus est 3 nouveaux municipaux, et sur les 5 dicastères, 4 ont changé de magistrat, ce qui nécessite une entrée en matière peut-être un tout petit peu plus compliquée, mais à la fois intéressante, et on a la chance de pouvoir compter sur une équipe extrêmement motivée, avec un état d'esprit que je qualifierais d'excellent. Très bien. Le fait d'avoir 3 partis pour l'instant au sein de la MUN, on ne peut pas dire qu'on s'en aperçoit. Oui, je pense que bien évidemment, l'esprit d'équipe est là, il est déjà là. Et tout le monde doit un peu prendre ses marques, comprendre un petit peu le fonctionnement, même dans mon cas, parce que j'ai conservé l'environnement, mais j'ai repris le dicastère de l'urbanisme qui est lourd et qui comprend des dossiers qui sont des dossiers avec des enjeux importants, notamment en relation avec des dossiers cantonaux. Et ça me demande évidemment un certain temps d'adaptation. L'entente municipale va très bien. Je veux dire, l'équipe est soudée. Je peux compter sur l'appui de mes collègues, que ce soit pour me transmettre des informations, pour me guider, me rendre attentif à certains écueils ou à certaines priorités. Je pense que comme nous avons prêté serment de faire et de garder devant les yeux le bien commun, je pense que ça doit passer par-dessus des idées partisanes. Les grands projets de ces 5 prochaines années, lesquels sont-ils ? Alors nous travaillons actuellement à la mise en place d'un programme de législature. Il y avait des idées qui sont nées d'ailleurs avant 2016, qu'on va reprendre très certainement. On réserve la primeur de l'information au conseil communal. Ça sera fait avant la fin de l'année avec des bons et beaux projets pour les 5 ans à venir. C'est l'aspect financier, ça sera certainement confirmé par mon collègue. C'est l'aspect route, en l'occurrence, parce qu'on a des projets qui concernent aussi également le conseil régional. Donc, il y a un certain travail à faire, effectivement, et qui pourra être fait qu'au fur et à mesure. Tout ne pourra pas être fait en même temps, contrairement à ce que peut-être certains concitoyens pourraient le penser. J'aimerais à moyen terme réussir à apporter pour les personnes qui sont dans le 3e et le 4e âge un établissement médico-social, un EMS, ici à Prangin. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et je pense qu'être utile à ceux qui nous ont élevés, c'est une assez noble mission. La campagne, elle est derrière, elle est passée, elle a été tumultueuse, c'est derrière. Oui, je crois que c'est peut-être le cas de toutes les campagnes politiques, qui plus est dans une petite commune, avec les changements que l'on avait annoncés. Mais on est tourné vers l'avenir plutôt que vers le passé. La campagne, oui, effectivement, elle est passée. Maintenant, il faut regarder de l'avant. Je ne sais pas si elle est passée pour tout le monde, mais pour moi, elle est passée. Bien sûr, la campagne c'est derrière. Nous avons accepté le verdict des citoyens et puis nous commençons avec la nouvelle équipe élue par les citoyens pranginois. Absolument, et la campagne est derrière. On n'a pas revenir. Les citoyens ont choisi et puis ce qui est fait est fait. Et puis voilà, il n'y a pas de problème principaux. Et à Prangin, toujours, le chantier du nouveau bâtiment scolaire de Rochecombe a officiellement démarré avec la traditionnelle pose de la première pierre. Un espace d'accueil parascolaire, une cafétéria ainsi que 3 salles de classe verront le jour et ce sera pour la prochaine rentrée scolaire dans un peu moins d'une année.
C'est un bâtiment qui permettra d'accueillir avant tout une cantine scolaire qui sera dotée de 90 places et qui pourra, à l'aide d'un accueil différencié, accueillir jusqu'à 180 enfants. Il y aura également 3 salles de classe parce que nous savons que nous sommes dans une région où il y a une démographie et une croissance démographique importante, donc on a prévu déjà d'avoir des classes supplémentaires. Mais nous avons également sur ce même lieu scolaire un autre bâtiment qui est en réfection, celui qui est derrière vous ici, l'ancienne administration, et ce bâtiment permettra d'accueillir dès la rentrée 2017 une bibliothèque scolaire ainsi que des locaux PPLS, c'est un jargon, mais c'est des locaux de psychomotricité et de psychologues, etc., pour mieux servir finalement la population pranginoise, les parents et les enfants, toujours entre 4 et 12 ans. Nous avons une véritable volonté politique de répondre à cette attente de la population pranginoise qui souhaite avant tout, pour beaucoup, pouvoir concilier au mieux leur vie familiale et leur vie professionnelle. Et cette attente, eh bien, à travers ces lieux d'accueil parascolaire, ça nous permet d'y répondre. Au-delà de ces bâtiments ici, donc là, le collège de la Combe a été complètement rénové et c'était un investissement important, aussi bien de l'intérieur pour mieux accueillir les élèves que l'extérieur. Nous avons consenti un assainissement énergétique qui nous a permis de diminuer drastiquement notre consommation énergétique de ce bâtiment et de faire en sorte que ça aille dans la démarche climatique qui nous est chère, à savoir diminuer les émissions de CO2 de ce bâtiment. Quand on regarde la globalité, les crédits d'études, enfin tout ça c'est un long processus en politique. Entre le moment où on a une volonté politique et que ça se réalise, ça implique des montants depuis 2009 jusqu'à ce jour, y compris la réalisation de ces bâtiments de près de 20 millions. Le quartier de la Combe à Gland devrait passablement évoluer ces prochaines années. Des logements seront créés, mais également passablement de places de travail qui pourront ainsi s'installer tout près de la gare. On fait le point avec Thierry Genoux, le municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme. C'est 650 habitants et 400 places de travail. C'est vrai que ce sera un quartier extrêmement important dans le monde du travail aussi, et également pour les nouveaux habitants qui auront passablement de possibilités de se loger, y compris des logements à loyer abordable, puisqu'on a négocié avec les investisseurs des possibilités de diminuer les loyers de l'ordre de 20% sur une bonne partie, sur 20% du parc immobilier. C'est un quartier qui est déjà passé il y a quelques conseils sur la précédente législature, mais qui a été repoussé à cette nouvelle législature. Tout à fait. Alors, le Conseil, au mois d'avril, n'a pas jugé bon travailler sur un dossier aussi important que ça en fin de législature. Donc, a simplement demandé de modifier l'ordre du jour pour le passer à la nouvelle législature. Donc, c'est une nouvelle commission du plan de zone et un nouveau Conseil qui va statuer sur les 2 projets qui lui sont présentés ce jeudi, à savoir la gestion du carrefour le long de l'avenue du Mont-Blanc et la planification du plan partiel d'affectation. La problématique, c'est sur un carrefour, faut-il conserver un giratoire ou mettre des feux ? Alors c'est vrai que ça a été un très gros débat au sein des professionnels et de la municipalité bien sûr, sur la gestion du trafic qui sera forcément augmentée, ça c'est sûr, avec quelque part 500 places de parc sur le quartier. Donc c'est vrai que ça a été une grosse étude et avec tous les spécialistes et toutes les études qui ont été menées, le meilleur moyen de gérer la fluidité du trafic sur l'avenue du Mont-Blanc est vraiment un carrefour à feu. Et la démonstration du giratoire a été aussi mise en œuvre, mais manifestement, elle ne garantit vraiment pas une fluidité. Et au vu des emprises nécessaires, prend une place beaucoup trop importante sur l'avenue du Mont-Blanc. C'est un quartier qui pourrait sortir de terre à quel horizon ? Alors c'est vrai qu'on pense l'approbation du Conseil d'ici la fin de cette année, la mise en application et la mise en vigueur par le Conseil d'État dans le premier semestre de l'année 2017 et juste après des demandes de permis de construire, je pense probablement en fin d'été 2017 avec les premiers habitants fin 2018 probablement dans la partie centrale du quartier qui est la première étape projetée. Ça c'est pour le nord de la gare on va dire, mais les travaux justement qui font la jonction entre le nord et le sud ont débuté avec ce fameux passage sous voie, où en est-on ?
Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis d'infiltration d'eau qui ont retardé un tout petit peu les travaux. Maintenant la date de mise en application et de mise en fonction de ce passage inférieur est toujours fixée à la fin de cette année avec une fin de travaux fin avril 2017, fin complet, puisqu'il y a aussi la surélévation des quais. Il y a aussi des marquises sur les quais, il y a pas mal de travaux 100% CFF, mais le passage inférieur est en bonne voie. Et on espère bien d'ici la fin de l'année pouvoir passer à pied et à vélo sous les rails de chemin de fer. Ensuite, il s'agira d'aménager le sud de la gare et ça, ce sera le gros travail de la municipalité pour cette législature. Alors c'est vrai qu'on n'espère pas prendre toute la législature pour finaliser ce plan partiel d'affectation. Là aussi, il y a des densités qui sont assez importantes, de l'ordre de 1,40, 1,47 comme ici à la Combat. Mais c'est vrai qu'on est déjà en train de discuter avec le canton. On a envoyé en examen préalable le plan partiel d'affectation qu'on appelle Gare Sud pour vraiment dynamiser ce pôle gare qui va être à cheval sur les voies de chemin de fer mais qui va vraiment constituer une centralité dans la vie glandoise. C'est la semaine de la mobilité et cette problématique revient sans cesse sur le devant de la scène politique. Comment gérer le flux des pendulaires en sachant qu'à l'horizon 2050, le nombre aura doublé par rapport à aujourd'hui. Le canton planche évidemment sur les solutions à trouver et a donc mené une large étude. Écoutez Nouria Gorité, la conseillère d'État en charge des infrastructures. Des nouvelles habitudes de mobilité. Madame Gorité, on parle d'1 million d'habitants en 2040. À quoi va ressembler ce canton et notamment les infrastructures ? Alors vraisemblablement que nous serons de plus en plus des pendulaires. Nous sommes déjà 75% d'entre nous à travailler dans une autre commune que notre commune de domicile, raison pour laquelle la stratégie du canton est d'accompagner cette croissance de population avec un certain nombre d'aménagements, principalement en transport public, mais aussi sur les routes nationales pour permettre une fluidité des échanges, compte tenu du fait que la population croît de manière uniforme dans l'ensemble du canton, mais que les emplois, l'économie se concentrent principalement dans les villes et dans les centres périurbains. Il va y avoir une augmentation de l'offre de la mobilité, des bus, des trains. Qu'est-ce que va devenir la voiture dans le canton de Vaud ? Alors aujourd'hui, la plupart des pendulaires commencent déjà à infléchir leurs habitudes comportementales. Aujourd'hui, la plupart des gens font le choix du transport public pour se rendre au travail. Et ça, c'est très réjouissant parce que ça enlève de la pression sur les infrastructures routières. On voit aussi que 42% des jeunes entre 18 et 25 ans n'ont pas de permis de conduire, ce qui était de mon époque presque inimaginable. Donc on voit qu'il y a un affranchissement de la dépendance à la voiture, mais la pression sur le besoin d'infrastructures routières demeure parce qu'il y a toute une partie de la population qui, elle, fait d'autres types de choix, qui n'a pas l'offre de transport public qui lui permette de faire d'autres choix. Et donc, nous avons une stratégie dite de la multimodalité. Nous sommes devenus des multimodaux. Et donc, il faut adapter nos infrastructures aussi bien pour les transports publics que pour les usagers de la route. Un des points noirs, si j'ose l'exprimer ainsi, c'est que la journée, les gens prennent les transports en public pour aller travailler. Par contre, le soir, quand il s'agit de sortir, d'aller dans leurs loisirs, alors là, la voiture redevient une habitude. C'est tout à fait juste. On observe vraiment ce clivage. De plus en plus de pendulaires font le choix du transport public pour se rendre au travail, mais pour tous nos besoins de mobilité dite de loisirs. Et ça représente quand même 37% des déplacements. 37% de nos déplacements sont liés aux loisirs, que ce soit pour aller voir des amis, pour aller au restaurant, au cinéma, au cirque ou que sais-je. Eh bien, on fait le choix de la voiture. Donc aujourd'hui, la campagne qui s'ouvre pour la semaine de la mobilité, eh bien, elle vise à attirer l'attention sur ce phénomène et de se dire finalement on adapte nos infrastructures de transport public, l'offre elle est là et donc ce serait intéressant qu'on puisse l'utiliser aussi aux heures creuses. Les routes seront financées en partie par le canton, par la Confédération. Il est aussi demandé aux villages et aux municipalités d'ouvrir les bourses pour refaire leur petit tronçon personnel. Tout à fait. La mobilité, c'est un vrai sujet fédéraliste. L'exemple même de ce qu'est notre pays, à savoir que chaque échelon institutionnel agit là où il est compétent pour le faire, là où il est compétent pour décider. Très large que vous pouvez découvrir en allant vous promener sur ce site. Et le district de la Côte ne fait évidemment pas figure d'exception. À Nyon aussi, on essaie de trouver des solutions et on lance également une large campagne de prévention
pour mieux voyager ensemble. Les précisions de Roxane Faro-Linares, la municipale de la mobilité, entre autres. Alors je dirais effectivement beaucoup de statistiques, c'est évidemment des choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin de savoir quelles sont les projections en termes de transport individuel motorisé, en termes de pendularité pour ces 15, 20, 30 prochaines années. Peu de solutions, c'est pas ce que je dirais. Je pense qu'il y a des projets qui sont déjà bien embranchés, je dirais, avec les projets de l'agglomération. On a vraiment maintenant défini des actions concrètes, des projets d'infrastructures concrets. Voilà, en espérant que ces projets avancent. C'est des projets qui englobent vraiment notamment le Grand Genève et toute notre région. La région de la côte va être très impactée par toutes ces mesures. Donc voilà, nous, ce qu'on attend maintenant, c'est un soutien du canton dans la réalisation de ces projets, et notamment en termes d'aménagement du territoire, puisque évidemment, si nous devons créer des nouveaux axes routiers, par exemple, nous aurons besoin du soutien du canton. Alors, cette conférence de presse a eu lieu juste avant le début de la semaine de la mobilité, une semaine de la mobilité qui aura lieu aussi à Nyon. Quelles sont les grandes lignes ? Alors oui, la semaine de la mobilité qui aura lieu à Nyon la semaine prochaine, vous allez pouvoir nous retrouver régulièrement aux abords de la gare. Donc, c'est-à-dire, quand je dis nous, c'est le service travaux, environnement et mobilité. Les grandes lignes sont toujours les mêmes. Encourager les Nyonnaises et les Nyonnais ainsi que les habitants de la région à un report modal. C'est-à-dire qu'effectivement, vu les projections du canton dont vous parliez tout à l'heure et les projections que nous avons nous au niveau de la région en termes de transport, notre rôle est vraiment d'encourager le plus possible à ces reports de modalités, donc vers les transports en commun, vers la mobilité douce. Donc on est là pour accompagner aussi les gens dans ces choix de vie peut-être un peu différents. Et pour accompagner ce transfert modal, ce report modal et cette mobilité douce, la ville de Nyon a édicté un document. Comment voyager mieux ensemble, c'est tant ce à quoi il faut faire attention par rapport au pickpocket que des règles à adopter quand on voyage en transport public. Oui, nous avons un partenariat, donc Police Nyon Région, en partenariat avec les transports publics nyonnais, le Nyon-Saint-Cergue-Morée. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, une forte augmentation en prévision des prochaines années. On s'attend, d'après les chiffres du canton, à une augmentation de 160% de la pendularité, ce qui est énorme. Donc ça veut dire aussi plus de gens dans les gares, plus de gens aux abords des stations de bus et plus de gens dans les transports en commun, ce qui effectivement fera certainement l'affaire de certaines personnes sans scrupules. Donc nous menons cette campagne pour continuer à informer les gens des risques, vol à l'astuce, vol à la tire, vol simple, tant dans les transports en commun que sur les quais de gare ou aux arrêts de bus. Donc voilà, nous sommes là en partenariat pour faire vraiment un travail de proximité avec les citoyens nyonnais et les citoyens de la région pour leur dire voilà, attention, c'est bien, vous prenez les transports en commun, on vous encourage, soyez attentifs. Et la mobilité dans le district, ce sera justement le thème du débat tout à l'heure. Le mois de septembre est le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. C'est une cause qui est chère à l'association Zoé for Life. Sur ce plateau pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Scobie, la présidente de l'association. Bienvenue. Et puis Nathalie Guignard, membre du comité exécutif. Bienvenue à vous également. Merci. Alors vous étiez déjà toutes les deux venues sur ce plateau l'année dernière pour nous parler des différentes actions de sensibilisation qui sont organisées tout au long du mois de septembre. Cette année, vous avez voulu marquer le coup avec une grande manifestation populaire qui aura lieu le 1er octobre et ce sera à Rolle. Oui, tout à fait. On avait le souhait depuis quelques années d'organiser une manifestation durant le mois de septembre, qui est le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. Pour nous, c'était important de le faire dans la région, Rolle, où l'association a été créée. Donc le but, c'est de donner la possibilité à la population, à toutes les personnes qui nous soutiennent, de venir ensemble, démontrer leur soutien à la cause que nous défendons, le cancer de l'enfant. Alors il y a deux parties distinctes lors de cette journée, lors du Day for Life. Il y a le challenge de Zoé et puis le village de Zoé. Vous allez peut-être nous détailler tout cela. Alors le challenge de Zoé, c'est une activité en équipe. Donc on a 25 équipes qui se sont inscrites pour c'est une sorte de défi sportif
basé un peu sur genre une course d'orientation ou un rallye pédestre. Les équipes auront des cartes et elles doivent trouver des postes à travers la ville de Rolle. Et puis, ces 25 équipes font aussi une levée de fonds individuelle. Chaque équipe fait une levée de fonds avec des sponsorings pour Zoé for Life. Puis le village de Zoé? Alors, le village de Zoé, c'est devant le château, à Rolle, et c'est un lieu où il y aura plusieurs animations pour petits et grands. Il y a Zumba Kids, Zumba Adultes, une tombola pour enfants et pour adultes aussi, capoeira, un groupe de musique, les pseudos, vont jouer le soir. On a du maquillage pour enfants, un concours de dessin. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Des cupcakes du Royaume Mélasique fera un atelier cupcake. Il y a vraiment beaucoup pour toute la famille. Alors le but, c'est évidemment d'une part de sensibiliser les gens, mais aussi de récolter de l'argent, parce que c'est quand même pour cela que vous organisez cette journée. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vrai que l'argent, on en a besoin pour soutenir les familles, pour soutenir les projets de recherche pour lesquels on s'est engagé. Les sponsors pour cette manifestation, pour nous, sont bien sûr très importants. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir... On arrive, je dirais, facilement à sensibiliser des sponsors. Est-ce que les entreprises répondent facilement et favorablement à vos différentes demandes? Alors, on est heureux de la réponse. Oui, c'est beaucoup de travail pour nous. On est tous bénévoles à Zoé for Life, donc on fait tout ce travail sur notre temps libre et on a quand même réussi à avoir une cinquantaine de sponsors, dont 2, ce qu'on appelle nos sponsors platine, Arena Service et SC Johnson. C'est 2 grandes entreprises qui nous soutiennent vraiment bien. Un petit rappel rapide peut-être avec vous, Nicole, puisque vous êtes la spécialiste des chiffres de l'association, de ce que représente finalement le cancer chez l'enfant en Suisse. On a tendance à l'oublier. Alors, en Suisse, c'est entre 250 et 300 enfants diagnostiqués avec un cancer chaque année. En termes réels, ça représente comme une classe entière d'enfants par mois. Toute une classe diagnostiquée à chaque mois. C'est un enfant qui décède du cancer chaque semaine en Suisse. Ouais, donc c'est énorme. C'est énorme. Et la volonté, évidemment, c'est de faire diminuer ces chiffres. Absolument. C'est pour ça qu'on existe à Zoé for Life, c'est pour changer ça. Day for Life, on le rappelle rapidement, Nathalie, c'est donc le 1er octobre, toute la journée à Rolle. Dès 11h, à Rolle, autour du château, jusqu'à 23h. Eh bien, on vous souhaite évidemment plein succès pour cette manifestation. Les infos, c'est sur le site, pour ceux qui veulent rejoindre tous les participants, zoeforlife.org, le site internet de l'association Zoé for Life. Et puis, je l'avais mis de côté quand même, le petit ruban que vous portez, le petit ruban doré, pour justement sensibiliser les gens. J'essaierai de le mettre après, mais il tombe tout le temps. Donc voilà, je laisse là. Merci beaucoup, Nicole et Nathalie, d'être venus sur ce plateau pour nous parler donc, de ce Day for Life, 1er octobre, du côté de Rolle. Merci. Merci. 100 000 francs, c'est la somme qui a été remise cette semaine à Christophe Gubran. Ce jeune créateur vaudois remporte le Hublot Design Prize. Alors, on va découvrir sa création qui lui a valu cette récompense et puis surtout l'entendre, puisque Florian Cavalieri a assisté à la remise des prix. J'ai présenté une série de matériaux actifs qui sont des matériaux qui sont capables de se mettre en forme par eux-mêmes avec des énergies qui peuvent être tout simplement l'eau ou la chaleur. J'ai toujours en fait adoré la matière et je me suis toujours rapproché de très près dans mon travail et je dirais que la plupart de mes résultats sont le fait de petites observations sur les matériaux. Évidemment qu'on est un peu au début, moi je fais ces recherches dans mon atelier et c'est vraiment un peu le début de cette idée des matériaux actifs. Et pour moi l'intérêt c'est justement aujourd'hui de voir comment on peut appliquer ça à l'industrie. Recevoir un tel prix aujourd'hui par Hublot est un signe que peut-être il faut vraiment que maintenant je me rapproche de cette industrie. Il n'a pas fait de produit, il nous a présenté des recherches qu'il fait au MIT, aux États-Unis, et des recherches qu'il va par la suite implémenter et faire d'autres choses. Donc c'est ça qui nous a un peu séduit, c'est d'avoir en face de nous quelqu'un qui fait des objets aussi, mais qui fait une recherche très approfondie. Hublot Design Prize, c'est le plus important prix de design. Expliquez-nous. Ben oui, écoutez, c'est une somme de 100 000 francs qui est donnée à un candidat, à un jeune designer, et je ne connais pas d'autres prix de ce niveau-là pour des jeunes designers. Il y a beaucoup d'autres prix, mais de ce niveau-là, c'est vraiment remarquable. Qu'est-ce que ça représente pour Hublot, un prix de design ? Ben écoutez, le design chez Hublot, c'est vraiment une de nos valeurs les plus importantes.
on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose vraiment dans le design, dans l'innovation et pouvoir aider des talents autres qui ne sont pas seulement éventuellement dans l'horlogerie suisse, mais en dehors également. Et puis je dirais que ça permet à un talent éventuellement de se développer, de passer de talent à un succès et à nous aussi parfois d'explorer des nouveaux mondes qui pourraient nous inspirer sur des produits futurs. Hublot est toujours aussi bien à Nyon? Oui, absolument. Hublot est à Nyon depuis de nombreuses années. Je crois depuis plus de 30 ans en fait. Et depuis, disons, ces 10 dernières années, depuis que M. Biver a repris la direction de la marque et moi-même, on a réussi, disons, à développer cette marque. Donc on a construit un premier bâtiment ici, maintenant un deuxième dans lequel on est. Et on pourra peut-être se développer encore. L'idée, c'est vraiment de rester toujours vraiment implanté à Nyon, qui est quand même un endroit assez stratégique entre Genève, l'aéroport, la vallée de Joux. Donc je trouve que c'est un emplacement parfait pour la marque. Cet ancrage local, il est important pour Hublot? Oui, absolument, c'est vraiment important. On veut faire partie du tissu économique de la région, mais aussi évidemment du canton et de notre industrie. L'industrie horlogère est morose en ce moment. Est-ce qu'Hublot tire son épingle du jeu? Je dirais que oui, c'est vrai que les affaires sont plus difficiles. Les exportations horlogères sont vraiment à la peine depuis quelques mois. Mais dans ces moments difficiles, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être encore plus créatif, encore être plus innovant, travailler encore plus fort, organiser encore plus d'événements pour justement, pendant cette période difficile, prendre des parts de marché. En ce qui nous concerne, nous sommes quand même sur un trend qui est positif encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, la page sportive. Le débat avec Rodolphe Henner et Florian Cavalieri, où il sera donc question de mobilité dans le district, sans oublier bien sûr la culture avec Andrea Brass-Lopo. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps revoir nos émissions sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet nrtv.ch. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des infos. Bonne suite de programme à vous et à bientôt.